Bon, en attendant que Yamin arrive, si vous êtes partant, on lance le direct. C'est parti. Oui. En direct, ça y est. L'After Talk Show. Alors, je vais. C'est quand même plus sympa que des vidéoconférences, hein. Parce que vidéoconférence, franchement, on voit les gens, souvent ils sont... On voit l'intérieur du bureau, il y en a partout, tu vois, là c'est sympa, il y a des canapés et tout. C'est déprimant, les visioconférences, un côté déprimant, alors que là c'est tout coloré. Surtout qu'on voit souvent le plafond, je trouve. Pas comparable, hein, ouais. Je sais pas pourquoi, il y a souvent le plafond. Pas du tout. Moi, j'imagine les pauvres étudiants là, qui sont toujours en visioconférence avec les profs, oh là là, ça va être triste. Alors c'est dur, hein, c'est clair. Regarde, il ferait un cours... sur Second Life, ce serait toute autre chose. Hein. Alors, je suis totalement d'accord, mais en France, les universités françaises sont très réticentes, il n'y a pas d'autorisation de le faire, c'est très compliqué. Bah là, ça commence parce que moi, là, je vais avoir un stagiaire, par exemple, pour 2 mois dans Second Life de l'université au Mans. Que j'ai rencontré à la Laval virtuelle. Ils ont autorisé à travailler dans Second Life. Super, mais c'est vrai que comme le règlement entre les universités n'est pas unifié, chacune pouvant décider les Italiens ce qu'elle souhaite faire. Les Italiens l'ont déjà fait, comment il s'appelait, Giorgio, je sais plus comment là. Ils l'ont fait avec l'université de, je sais plus. Lyon a essayé avec des cours de droit aussi, mais c'était pas très fréquent. Giorgio Nexen, c'est ça comme ça qu'il s'appelait. Ils ont fait pas mal de gros, hein. Ouais. Oh, puis il y a un autre problème, c'est le problème de la fracture numérique des étudiants, qui est un vrai problème. Ah oui. Aussi. Or qui se pose aussi avec les Zooms et les visios, c'est clair, hein, mais qui se pose peut-être un peu moins. Bon, je vais partager sur un tweet dès qu'on commence. Je suis même pas sûr. Parce que comme on est en direct déjà, il faut pas dire de bêtises. Voilà. C'est on est sage. On est très sage. J'ai même les bras croisés. Pas qu'on est en direct, on se voit sur YouTube. Pour ça, j'attends pour partager quand même que ça soit vraiment... Tiens, Yann est là. Salut Yann. Ah, super. Alors. Salut Yann. Il est où? Je ne vois pas. Ah, il est là, voilà. Nous, on te voit, même s'il ne se voit pas. Salut Yann. Je connais pas Yann, moi. Enfin, sur Second Life. Je connais Tootsie. J'étais avec Tootsie, là, tout à l'heure. Mais je connais pas Yann. Enfin, je connais pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien, on t'entend. Alors, tu peux venir t'asseoir à côté de moi. Bon, je vais lancer déjà le tweet. Je lance le tweet. Bonjour Yann. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. 3. Il est sur Facebook, voilà. Bonjour, je suis Raven Sundol et nous sommes au After Club sur la Moyaland sur Second Life pour cette première émission du After Talk Show en cette période de dématérialisation massive pour la cause que l'on connaît, le contexte pandémique. Bonjour, je suis Don Cuervo et je suis en train de filmer en direct pour l'After TV. Le thème de référence ce soir, c'est le numérique dans les arts. Et nous sommes avec 3 invités. Patrick Moya, artiste peintre qui nous accueille ici sur la Moyaland. Yann Min, artiste, chercheur, écrivain et réalisateur. Et Amélie Aveillan, artiste et fondatrice de la maison d'Anneli. Alors on va essayer de pas trop se couper la parole, hein, vu qu'on est 3, et qu'on est sur nos avatars et que le langage verbal est limité. Alors je vous propose de taper un astérix au clavier pour prendre la parole, sauf bien sûr quand il y a une question qui est ciblée sur un invité en particulier. Du coup, quand vous voyez que quelqu'un tape un astérix, celui qui a la parole essaye plus ou moins de finir son propos, et c'est celui qui a tapé l'astérix qui reprend la parole. On va essayer de voir, on va essayer que ça reste fluide. Il faut trouver l'astérix déjà. Oui, alors à droite du clavier. Du clavier numérique. Oui, je cherche. Au-dessus du 9, s'il y a clavier numérique. Mais je sens que ça va pas être facile, cette histoire. Je sens que ça va pas être simple. Oh mince. J'essaie. Ah voilà, j'essaie. C'est bon, voilà, c'est bon, ça marche. Bon, voilà, j'essaye super. aussi. Voilà. Il faut faire entrer. Alors, j'ai une première question pour toi, Patrick.
Tu as sûrement vu que le rover de la NASA, Perseverance, a fabriqué de l'oxygène sur Mars, qui est une étape primordiale dans la conquête de la planète, et a transformé du dioxyde de carbone donc en oxygène. Toi, tu as carrément mis ton nom sur Perseverance. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oh, j'ai mis mon nom. Non, je me suis inscrit simplement. Peut-être Yann l'a fait aussi d'ailleurs. Je me suis inscrit et on a, c'était gratuit et il y a, je crois, 6 millions de personnes qui ont leur nom, ou 2 millions, je sais pas, sur Persévérance. C'est-à-dire qu'on s'inscrivait, on mettait son nom, on recevait une sorte de ticket pour aller sur Mars. Et en réalité, on avait son nom inscrit en minuscule sur une toute petite plaque, très 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 petit. Je pense qu'on peut même pas le lire à l'œil nu, mais il est inscrit. Donc j'ai mon nom inscrit sur Mars. Mais comme beaucoup d'autres personnes, d'ailleurs, qui l'ont fait, du coup, qui ont eu leur ticket sur Mars. Mais c'est évidemment, c'est la NASA, c'est l'extraordinaire buzz de la NASA, c'est-à-dire qui implique tout le monde dans chacun de ces projets. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le fait d'être capable d'impliquer tout le monde dans ces projets. Et c'est vrai que du coup, j'ai suivi évidemment le lancement de Persévérance, j'ai suivi l'arrivée, tout ça, parce que j'avais mon nom dessus. Ah, mais j'aurais bien aimé moi aussi envoyer mon nom sur Mars. Bon, j'ai une question moi pour toi, Anneli, toi qui as exposé mes tableaux il y a un mois et demi à peu près dans la maison d'Anneli. Tu aimes les mathématiques et tu aimes l'art. Comment est-ce que tu conjugues les deux? Comment tu réalises ces tableaux sur les selles? Les mathématiques, c'est surtout, bon, la géométrie, hein, évidemment. Et puis, donc je trouvais ça intéressant parce que sur Second Life, tu représentes des choses en 3D. On a tous fait des dessins géométriques, symétrie, la symétrie, tout ça. Donc, mais ce qui était super intéressant, c'est de développer tout ça en 3D, quoi. Et en plus, tu avais les torsions, tu as des tas de trucs, tu as plein d'autres paramètres. Sur SL, il y a au moins, je sais pas, 10 paramètres pour pouvoir, à partir de ça, modifier et arriver à faire une forme qui te plaît. Bon, au début, c'est un travail parce que au début, tu cherches les formes, tu en trouves, tout ça. Bon, à la fin, au bout de 1 ou 2 ans d'application, tu sais à peu près ce que tu vas faire parce que tu connais les formes, tu sais comment mettre les rotations, tu sais mettre les vitesses, tu sais te servir du flexi, tu sais te servir de tout ça. Donc, tu fais jouer tout ça et puis voilà, tu arrives à faire un tableau 2D, mais tout le reste c'est passé en 3 dimensions, quoi. Après, tu le plies et hop, ça te fait un tableau en 2D. Donc, voilà. Mais si tu veux, chaque couche, au départ, c'était un cube en 3D sur lequel j'ai utilisé tous les outils d'SL, tous les paramètres qu'on a, que ce soit de la texture. Je prends par exemple une texture de mur. Si tu veux, moi je la multiplie ou le contraire, si tu veux. Et puis ensuite, après, ce cube, je peux le tordre, je peux le tourner, je peux faire des trous dedans, je peux le rendre flexi, et ensuite, je remets tout ça en 2D. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça fait des effets. Et ce que j'essaie de faire aussi, c'est-à-dire que j'essaie de faire des tableaux avec le minimum de primes aussi. Si tu fais un tableau à 20 primes, 40 primes, je veux dire, c'est pas amusant. C'est pas amusant. Donc, moi, je fais un tableau avec 2-3 primes, on dirait qu'il y a énormément de primes dedans, mais pas du tout. Donc, moi, ça avait un challenge. C'est ce qui me plaisait de sortir des formes intéressantes de tout ça, et puis voilà. Puis après, à force d'en faire, évidemment, on arrive tout de suite à dire, je vois cette texture, tout de suite ce que je vais faire avec, comment je vais tordre entre toutes les différentes formes. Voilà, mais au départ, moi, je suis partie du cube, j'ai fait toutes les formes, je les ai tous triturés dans un sens, dans l'autre. J'ai mis du temps, j'ai dû mettre 1 an à faire ça. Et puis après, voilà, après j'ai sorti quelques tableaux, voilà. Et puis bon, ça s'est bien passé. Après, on m'a dit, tiens, je veux pas les exposer. C'était Merlina Rococo, Nathalie Gobet. Mm-hmm. Et puis voilà, après c'est parti comme ça, voilà. Et puis bon, moi après je peignais aussi un peu en réel, donc c'était assez amusant parce que
Après, par contre, ce que j'ai essayé de faire, c'est de partir des tableaux SL, ça m'inspirait pour faire aussi des choses en réel. Voilà, c'est assez amusant. Il y avait comme ça un va-et-vient, quoi. Oui, oui, d'un côté. On partait d'un côté pour aller de l'autre, puis après on en revenait, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà. Voilà, en gros, mon travail. Et puis après, après, évidemment, quand j'ai connu qu'il y avait un monde artistique et puis que les gens étaient si créatifs, j'ai dit, je vais voir si je peux les exposer, parce que j'en avais marre de voir ce que je faisais, quoi, un petit peu. J'ai dit, allez, on va voir. Et puis après, c'est un plaisir. Chaque fois, chaque artiste vient, c'est un petit cadeau qu'ils me font, là, c'est magnifique. Ils m'amènent un truc. Oh là là, je suis contente. Oh, ça te plaît? Oui, bien sûr que ça me plaît. Non, c'est chouette. Ouais. Et puis, c'est un monde sans fin, le monde artistique. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, Yannick, j'ai une petite question pour toi. Les implants neuro et la créativité. Est-ce qu'il y a des liens de cause à effet possibles dans ce domaine-là? Et le projet Neuralink, qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors ce sujet-là, j'ai effectivement relayé une information. C'est un gros sujet de débat. En fait, il y a des choses assez méconnues à ce niveau-là, et il y a eu c'est Raphaël Durand, un réalisateur espagnol d'ailleurs, je crois, qui a fait un très beau documentaire assez intéressant sur le transhumanisme il y a 2-3 ans, et qu'il a projeté au Cube où j'étais invité pour le débat. Et c'était très intéressant parce qu'il a interviewé. Alors ça m'intéresse énormément parce que j'ai un ami artiste très talentueux, un vieil ami artiste, qui est Charles-Éric Goni, qui est atteint de la maladie de Parkinson et qui l'a très très fortement handicapé ces dernières années, au point qu'il ne pouvait plus travailler. Il expose d'ailleurs un peu partout, au Naya Museum. Il a bossé pendant des années pour que la numérisation des grosses boîtes de et il était surtout sculpteur, et sa maladie de Parkinson l'a tellement qu'il ne pouvait plus faire ça pour son ami. Et en fait, on lui a mis, il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est il y a 2 ans, et on lui a mis des implants, ça s'appelle subthalamiques, enfin des implants neuro, qui sont invasifs puisqu'ils sont à l'intérieur du corps, et qui permettent de réduire en fait les tremblements de la maladie de Parkinson, ce qui pour lui a été une vraie libération, et il était d'ailleurs totalement extasié. Il a fait une petite vidéo qu'il a mise sur Internet pour remercier la sécurité sociale. Je pense que une des grandes avancées transhumanistes, c'est-à-dire qui permettent à tout le monde, à tout un chacun, de bénéficier des traitements gratuitement, d'être soigné gratuitement. Et donc, et ensuite, après avoir vu ce documentaire de Raphaël Durand, et dans son documentaire, il interviewe un artiste espagnol. Alors, c'était pas un artiste, c'est-à-dire c'était, je crois, un comptable qui a été atteint de la maladie de Parkinson, et ils lui ont mis des implants subthalamiques, aussi des implants neuro. Et alors, ça lui a complètement changé sa personnalité en mieux, entre guillemets. Justement, ça pose des tas de questions et de problèmes. C'est-à-dire qu'il a complètement changé de métier à partir du moment où il a eu les implants, les stimulateurs implantés. Sa personnalité a radicalement changé. Il est devenu peintre. Il s'est mis à avoir une énorme créativité. Il s'est mis à faire de la peinture d'ailleurs très intéressante, très qualité. Et alors, ça a changé sa vie complètement puisqu'il a divorcé. Et il est devenu extrêmement expansif, très expansif et très très hyperactif, à tel point que les médecins qu'il suivait ont réduit, ont modifié la fréquence des implants, les stimulations, parce qu'ils trouvaient que justement c'était trop excessif. Et dans l'interview, cet artiste espagnol expliquait qu'il était déçu, justement, qu'il était déçu parce qu'il aimait bien l'état dans lequel il était grâce aux implants. Donc ça soulève plein de questions. Et la première, c'est est-ce que c'est général? Et du coup, j'ai posé la question à Charlie, je commençais à l'interviewer, d'ailleurs, il faut que je termine le montage, et Charlie m'a bien confirmé qu'effectivement, sa créativité avait été augmentée par les implants neuro. Et les problèmes éthiques que cela pose, c'est d'une part, c'est les médecins qui décident
ils doivent réduire ou augmenter, t'as pas accès, évidemment, ils te laissent pas avoir accès au réglage des stimuli parce que suppose que les patients n'arrêteraient pas de jouer avec leurs propres stimuli. Et ça pose des problèmes éthiques dans un sens comme dans l'autre, je disais, c'est-à-dire que du coup, le corps médical, j'aime bien d'ailleurs le terme de corps médical, une époque où avec les mouvements LGBTQI+, transhumanistes, etc., on revendique notre liberté d'utiliser notre corps comme on veut. Avec la pandémie, on s'est bien rendu compte que le corps médical, lui, il est toujours propriétaire de notre corps. Et donc, les médecins qui décident si tu vas bénéficier ou pas de cette augmentation, de cette augmentation de créativité que génèrent les implants. Et l'autre chose très intéressante que nous avait raconté Raffaele en aparté, c'est que normalement c'est confidentiel, mais lorsque ils ont posé des questions en aparté, et en fait les médecins qui s'occupent de ça, c'est de la recherche fondamentale, ont expliqué que, mais il fallait pas communiquer dessus, qu'ils arrivaient aussi à agir sur la prise de décision. C'est-à-dire que les implants permettaient d'agir sur la prise de décision du patient. Alors évidemment c'est puissant, c'est monstrueusement puissant, c'est-à-dire que je comprends très bien qu'Elon Musk soit complètement fou parce qu'il est au courant. Il n'y a pas tant que ça de gens qui sont au courant de l'efficacité de ces dispositifs-là. Et évidemment, Elon Musk est en train de travailler avec les implants sur le développement d'un outil de ce type-là, mais qui serait donc du coup non pas réservé au corps médical, mais qui pourrait devenir propagé de façon grand public. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de contrôle, il n'y aurait plus de contrôle médical de ce que font les gens avec leur simulation neurale. Et on est en plein dans un futur utopique ou dystopique que la science-fiction a imaginé il y a pas mal d'années, et on est à deux doigts de le voir se réaliser. Je pense que ça va être une des plus grandes révolutions de l'humanité. Là, ça va changer l'humanité à un point radical, aussi important, je dirais, que l'Internet, l'apparition de l'Internet. Ouais. Alors c'est une problématique très intéressante. C'est vrai que la stimulation cérébrale profonde a créé une nouvelle frontière dans la connaissance de l'humain, dans sa nature cérébrale. Mais dès les années 50, parce que je rebondis sur ce que tu disais, que c'est les médecins qui veulent avoir les boîtiers, qui gèrent la stimulation et l'intensité de la stimulation. Mais Robert Heath aux États-Unis, dès les années 50, avait implanté donc des malades qui avaient des maladies du comportement, enfin dit plutôt psychiatrique, on n'était pas du tout dans le Parkinson ou la neurologie, et il avait découvert ce qu'il appelait le courant du bonheur. Et il partait du principe que c'était aux malades d'avoir leur boîtier et d'activer le courant avec lequel et l'intensité avec laquelle ils se sentaient le plus heureux. Et ça me fait, après, ça a été interdit et la stimulation cérébrale profonde est revenue dans les années 80, notamment à Grenoble, avec l'équipe de Benhabib. Mais c'est quand même, alors que ça influe sur le pouvoir de décision, que ça influe sur la créativité, il y a quand même beaucoup de recherches actuellement sur ces questions-là. Et il y a beaucoup de recherches sur leur généralisation, déjà de la neurologie parkinsonienne à la psychiatrie, et effectivement de la psychiatrie à un usage courant. Voilà, je voulais juste... c'est passionnant, c'est un sujet qui est totalement passionnant. Un sujet extrêmement passionnant, en effet. Tiens, voilà Eric Léon qui vient d'arriver. Bonsoir Eric. Ah oui, je vois d'assez derrière. Justement, du coup, ça me mène à ma prochaine question, qui est pour toi, Patrick Moya. Ton exposition à l'artistique à Nice est prête et c'est bluffant la ressemblance avec cette même exposition ici sur la Montréal-Land, dans la réplique de l'artistique sur Second Life. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? De quoi parle cette expo? Comment vous avez fait ça avec Eric Léon? Ah oui, alors en plus, là, je vois qu'on a Eric Léon, donc, qui est le conservateur du lieu, conservateur réel, qui est assis là-bas au bar. Qui est venu, d'ailleurs il peut venir s'asseoir là s'il veut, peut-être comme ça. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Bonjour. Il peut venir s'asseoir à côté, mais je ne sais pas s'il nous entend, par contre. Je ne sais pas s'il nous entend. Non, juste avant de parler de ça, je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Je crois qu'on vit nous-mêmes déjà dans un paradis artificiel. Moi, je me suis créé mon paradis artificiel. Donc, c'est en attendant, disons, on a notre paradis artificiel dans Second Life. Voilà, en attendant de pouvoir créer notre paradis directement à l'intérieur par des boîtiers, disons, dans le cerveau. Et en attendant de pouvoir conserver notre cerveau dans l'ordinateur pour survivre dans notre univers virtuel propre qu'on aura créé.
pourra survivre en avatar. C'est mon espoir. Mais donc l'artistique, oui, ça a été un projet. Donc quand Éric Léon m'a proposé l'exposition, puisque l'artistique c'est un lieu il n'a pas la voice, donc il ne pourra pas nous parler. Parce que... Ah si, il l'a. Ah oui, d'accord. Il a la voix. Je t'écoute là pour l'instant. Donc, quand Éric Léon m'avait proposé cette expo, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire j'ai créé d'abord le lieu en 3D pour pouvoir penser à l'exposition, pour pouvoir l'imaginer. Sauf qu'Éric Léon est quelqu'un qui travaille déjà ses expositions plus ou moins en 3D dans Photoshop, et du coup, il avait déjà tout monté l'expo. Il est extrêmement précis pour monter les expos, donc mon expo, il l'avait complètement monté. J'ai rien eu à faire, mais quand même, on avait le lieu. Et puis la pandémie est arrivée et du coup on a utilisé ce lieu pour améliorer l'expo et puis pour faire le vernissage virtuel, pour faire aussi des conférences programmées, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'était que c'est la première fois, je pense depuis que je connais Second Life et même d'autres mondes virtuels, qu'un conservateur de musée rencontre les visiteurs dans son musée virtuel. C'est-à-dire vient dans le musée, on était encore là ce matin pour un rendez-vous avec des conférence sur les musées de la Méditerranée. Et c'était très intéressant de voir qu'un conservateur prend quand même un certain risque en venant dans Second Life pour parler à des gens qui arrivent comme ça au hasard dans son musée. C'est-à-dire quand on a fait le vernissage, il ne savait absolument pas qui venait, qui était là. Et je trouve que c'était assez intéressant. Je ne sais pas s'il peut nous dire un mot, mais là-dessus. Oui, non, je partage tout ce que tu viens de dire. Un risque, je ne vois pas trop la prise de risque, mais... c'est évident que c'est une expérience très intéressante. Bon, la période particulière qu'on a traversée a fait que ce qui devait être annexe à l'exposition est devenu l'exposition. Et cette expérience s'est enrichie. C'est vrai qu'elle a fait parler un peu du lieu, de l'artistique. Et j'espère maintenant que les deux espaces vont vivre ensemble. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est le vase communicant qu'il y a entre les deux espaces. Parce que maintenant, l'espace virtuel me sert vraiment à faire progresser l'espace réel et inversement. Ce que je corrige dans l'un, je le corrige dans l'autre. Et les deux vont me servir, j'espère, à avancer. Oui, parce que maintenant, c'est lui qui fabrique directement les œuvres. J'ai même plus à le faire. Enfin, il a appris à fabriquer dans Second Life, donc il est devenu un geek aussi. Ah, excellent. Ouais, d'ailleurs, j'avais vu sur Facebook les photos côte à côte, donc les photos de l'artistique en réel avec l'expo de Patrick Moya et en même temps à côté l'expo 3D ici sur Second Life. Et c'est bluffant, quoi. On voit pas la différence à l'œil nu, ou alors il faut vraiment regarder très attentivement dans les petits détails pour s'apercevoir de la différence qui va indiquer que l'une appartient au monde réel et que l'autre appartient à Second Life. Oui, d'ailleurs, il y a une erreur. L'autre jour, on était dans une conférence et la personne a montré une photo du lieu réel et une photo du lieu virtuel. Et en fait, c'était toutes les deux des photos du lieu virtuel. Moi, j'ai une question pour toi, Amélie. Donc, je sais que tu prépares quelques surprises pour le mercredi 28 avril pour l'opening à la maison d'Amélie. Mais du coup, sans dévoiler les surprises, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton actualité ? Mon actualité, c'est très chouette. Donc, c'est un copain à Yann, puisque je viens de le quitter, c'est Tootsie. Et donc avec Palinos, d'abord c'était Tootsie, au départ tu vois c'était Tootsie, j'ai dit Tootsie tiens si tu veux faire quelque chose, y a pas de problème. Il me dit oui, et puis après il connaissait pas, donc il a demandé Palinos, ils ont travaillé un petit peu ensemble, voilà. Donc c'était, ça fait un moment qu'ils travaillent quand même, ça fait une quinzaine de jours qu'ils bossent. Et donc ils nous ont fait une super installation, voilà. De toute façon, elle est sur Facebook. Hein. J'ai mis déjà l'event sur Facebook. Donc, voilà, l'exposition s'appelle Enivrez-vous. Voilà. Très prometteur. Voilà, d'après un poème de Baudelaire. Et voilà, c'est chouette. Après, j'ai un autre exposant qui s'appelle Yann Giraud, Sempiternel. Alors lui, j'ai vu une exposition de lui que je ne connaissais pas du tout il y a 4 ou 5 mois chez je ne sais plus qui. Je trouvais que c'était intéressant ce qu'il faisait, donc je lui ai proposé d'exposer, voilà, s'il voulait pas créer quelque chose. Et puis voilà, c'est au fil des rencontres. Et puis après,
J'ai pensé quelque chose pour la musique qui puisse aller chez un peu partout, qui puisse correspondre à tout ça. Alors, comme je connaissais aussi Morlita, j'ai dit tiens, moi, je demandais à Morlita si elle voulait venir faire la musique. Et sur ces entrefaites, j'ai dit aussi, Morlita, puisque tu es là, si tu veux, tu peux mettre tes tableaux aussi, voilà. Donc voilà, ça se passe comme ça, quoi. C'est très bon enfant. Après, moi, voilà, je fais beaucoup de galeries sur SL, et puis quand je vois pas nécessairement quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose d'original. Après, c'est pas nécessairement quelque chose que j'aime, mais je trouve que c'est original, que c'est cohérent. Voilà, je demande à la personne si elle veut bien exposer chez moi, voilà, et puis elle me répond non. Et puis tout s'est toujours passé comme ça, voilà. Et après, il y a des périodes sur Second Life où il y avait beaucoup d'Italiens, les Italiens étaient très créatifs. Là, en ce moment, ils sont un peu moins là. Alors, c'est dommage. Moi, j'en connais moi, il y a les Gonnet, il y avait Solkid, il y avait Alosio, Giovanna Cerise, j'en passe, Nesunomi, Kika Egali. Ceux-là, on les voit moins, voilà. Alors, il y a des périodes où les gens reviennent et tout, donc c'est sympa. Bon, des fois, j'essaie de les happer comme ça. J'ai dit, tiens, si jamais tu as un projet et tout, voilà, je suis là, il n'y a pas de problème. C'est un microcosme, mais... Paradoxalement, oui, c'est un microcosme. Mais oui, c'est ça. C'est un microcosme mondial, voilà. Voilà, et c'est extrêmement enrichissant. Et on arrive à un art qui est très, très, très mix, en fait. Très, très mixé, très mélangé, et c'est passionnant. Et puis ça popularise un peu tout ça, ça popularise l'art. Il y a des gens qui sont très timides, qui n'auraient jamais osé faire des choses. Moi, j'essaie de les pousser. Quand je vais quelque part, me dire tiens, regarde, j'ai fait ça. Je dis ah, mais c'est bien. Je dis mais voilà. Je dis écoute, allez, dans 3 mois, exposition. Et donc 3-4 mois après, ils sont là, quoi. Et puis ils proposent des choses. Et puis après, ça y est, c'est parti. Et après. Voilà. Et la maison d'Anneli, du coup, ça fait combien de temps que tu as fondé ça? Ça fait quelques mois ou... Non, la maison d'Anneli, ça fait plus de 10 ans. Avant, c'était Anneli's Galerie, ça s'appelait. Anneli's Galerie, ça fait plus de 10 ans que j'expose. J'en ai exposé, je sais pas, 700 ou 800 d'artistes sur SL. Oui. Et, mais j'ai commencé par faire des expositions, moi, à Pirate, qui avait 3 ou 4 grandes galeries à l'époque. Et puis après, j'ai dit, moi j'avais mon petit terrain où je m'étais fait ma petite galerie avec mes petits tableaux. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, bon, c'est bien beau tout ça, il y a mes tableaux là, ma galerie, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà. Et puis après, j'ai divisé le terrain en 4. J'ai proposé à quelques gens que je rencontrais ou quelques artistes de venir mettre 2-3 tableaux. Voilà. Et puis après, petit à petit, comme ça s'est fait. Et puis j'ai exposé au moins 10 fois chez Anneli, ou 5 ou 7 fois. J'ai fait au moins 7 expos chez Anneli. Oui. Et c'est toujours très agréable. Et c'est comme ça que moi, si tu veux, Patrick, à l'époque, j'habitais en région parisienne. Donc, je voyais pas les bus qu'il y avait dans les Alpes-Maritimes. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu la curiosité de venir te voir. De toute façon... de venir voir une expo, je sais plus, c'était... En réel, oui. J'ai rencontré Anneli en réel. Voilà. Oui, à Valbonne et tout. Et c'était... mais c'est chouette. Et puis alors, c'est vraiment... C'est vrai qu'on n'a jamais trop de temps. Mais bon, à part ça, autrement, c'est vraiment très sympathique. Et puis finalement, les gens sont exactement les mêmes en dehors qu'à l'extérieur. Voilà. Je veux dire, ça simplifie beaucoup de choses, moi, je trouve. Ça simplifie beaucoup les contacts, ça comment on peut dire, ce fait de parler là, les gens, c'est désinhibant, voilà, c'est désinhibant. Dans le domaine des créations artistiques numériques, récemment, Yann-Min, tu as fait une démonstration de tes œuvres augmentées à la galerie Satellite. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Et dans la foulée, est-ce que tu pourrais nous toucher un mot sur les Nushekina? C'est comme ça que ça se prononce? Si, c'est ça, Nushekina. Oui, c'est... demain, c'est le finissage. Donc, c'est à la galerie Satellite, 7 rue François de Neufchâteau, dans le 11e. C'est une très, très jolie petite galerie franco-japonaise, d'ailleurs, qui expose en ce moment...
d'autres artistes. Et en fait, cette exposition, la commissaire d'exposition, c'est Linda Roland, et qui a choisi comme thématique Happy Birthday Robot, parce qu'on est le centenaire du mot robot, qui a été inventé par Karel Capek. Et donc ce mot a 100 ans maintenant. Et donc le thème de l'exposition, c'est ce centenaire du mot robot. D'ailleurs, c'est rigolo parce que on n'a souvent pas conscience que le mot robot est si récent dans notre histoire. Et avant que Karel Capek, 1922, 21, ouais, invente ce mot-là, il y avait un prédécesseur, c'était Théophile Gautier. Il utilisait l'expression pour définir les robots, il utilisait l'expression d'îlots à vapeur, qui est très jolie aussi, c'est-à-dire les îlots étaient les esclaves des Spartiates, et donc il a imaginé dans certains textes que d'ici à un siècle, nous aurions des hommes d'État à ressort et des cochers à vapeur. Et il n'avait pas entièrement tort, puisque un siècle plus tard, dans sa prédiction, sortait Eugène Engelberger, qui était influencé par Isaac Asimov quand il faisait ses études à Columbia, a fabriqué le premier robot industriel qui s'appelait Unimate et qui a été mis en place dans l'usine General Motors. Alors là, d'ailleurs, sur cet aparté, une chose qui est très intéressante, que j'ai trouvé passionnante, c'est que Théophile de Gautier imagine que le républicain va pouvoir vaquer à ses loisirs grâce à ces îlots à vapeur qui vont travailler pour nous. Donc un siècle plus tard, il avait raison, mais nous ne vaquons toujours pas à nos loisirs, hein, c'est-à-dire que les îlots à vapeur ou les robots de Karel Capek travaillent pour les industriels, hein, ce sont eux qui peuvent vaquer à leurs loisirs. Mais nous bossons toujours. Et il y avait t'as la même étymologie d'ailleurs, la même origine, qui est la notion de travail forcé, de tâche pénible, hein, qu'il y a dans le mot robot de Karel Capek, ou le concept de Théophile Gautier. Mais ça nous emmène très loin, parce que de toute façon, ça nous emmène aux origines de la créature artificielle. Et alors donc, dans cette expo qui est en ce moment, il y a plusieurs artistes, dont Linda, on avait visité ensemble le musée de l'art du judaïsme à Paris, qui est un très très beau musée, et qui avait fait une exposition il y a 3-4 ans sur le golem. Et on avait vu de très très belles œuvres, très beaux dessins de Zaven Paré, qui est un artiste exceptionnel. Et Zaven est coincé au Brésil en ce moment. Et Linda a réussi en remontant la source, en Zaven, à obtenir très gentiment d'ailleurs, de la galerie Charlot, qu'elle prête les œuvres que Zaven avait exposées à ce musée. Et donc, en ce moment, il y a, de façon très exceptionnelle, toute une série de dessins qu'a fait Zaven Paré. Il y a 50 dessins qu'a fait Zaven Paré. En plus, ils sont très intéressants parce qu'ils nous avait pas trop expliqué ce que c'était. Et ils sont dessinés sur comme des feuilles de parchemin. Et en fait, en traduisant, la galeriste, Marie, japonaise, a traduit une partie des textes, et en fait, il s'avère que c'est un vieux livre japonais qui raconte l'histoire de la guerre entre le Japon et d'autres pays comme la Chine ou la Corée. Et donc, ce qui donne une profondeur assez étonnante au dessin de Zaven. Il y a la machine de Philippe Villas-Boas qui est excellente. Il y a un résultat de la machine, c'est-à-dire qu'il a puni un bras de robot. Il y a un robot qui est puni et qui doit répéter comme un enfant à l'école. Il est puni, je ne blesserai pas les humains. Je ne blesserai pas. Il remplit des pages de papier avec je ne blesserai pas les humains. Et donc une des pages produites par ce robot est exposée là. Il y a aussi les très belles œuvres de zut, à chaque fois j'ai un blanc, pourtant on se connaît bien, j'ai toujours un problème avec les noms c'est une artiste qui s'occupe de l'atelier de mécatronics des Beaux-Arts, d'Aix-en-Provence, qui expose ces très très belles images, c'est des images augmentées aussi, mais augmentées d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il faut une lampe à ultraviolet, c'est de l'encre invisible, elles sont peintes avec de l'encre invisible, imprimées avec de l'encre invisible, et en l'éclairant avec une lampe ultraviolet, on devine des choses cachées dans l'œuvre.
Et puis, il y a évidemment mes robots et... Ah oui, et puis j'oublie aussi Lautech, Lautech qui a fait 2 très belles peintures de robots exprès pour cette exposition-là, qui sont peints aussi, c'est augmenté, c'est en relief, c'est-à-dire il utilise une technique où tout ce qui est rouge apparaît en premier plan et tout ce qui est bleu apparaît en arrière-plan. Et il a peint 2 très jolis robots rien que pour l'expo, et donc il y a aussi mes œuvres augmentées. Et puis tu me demandais par rapport à Noho Shekina. Alors Noho Shekina, c'est une référence à... C'est une blague, mais je sais pas si je rentre dans le détail là, hein, c'est long à expliquer. J'ai vu que tu l'avais publié sur Facebook et c'est parti très très vite finalement. C'est ça, c'est une de mes œuvres qui se vend le mieux et le plus d'ailleurs. C'est en fait c'est une référence. Alors c'est une référence en fait au départ c'est un point levé. C'est une main de robot qui fait le signe de révolutionnaire, hein, qui fait le signe de la révolution, qui est à l'origine, hein, le point levé de la gauche, de l'extrême gauche et des révolutionnaires, est issu des groupes communistes antifascistes italiens qui ont, on va dire, créé les premiers ce geste-là, qui a été repris plus tard en particulier, et c'est ça la référence par les Black Panthers. Et en fait, Ted Nelson, c'est la première référence de cette image de main de robot fermée, c'est que je pastiche en fait une réflexion de Ted Nelson. Ted Nelson, c'est le mec qui a inventé le mot hypertexte. Et en 74, il sort un livre qui s'appelle Computer Lib, avec une main, un point levé façon Black Panthers sur une disquette. Et en fait, Ted Nelson, outre d'être quelqu'un de très sympathique, et incarne pour moi un peu cette utopie qui a donné naissance à la Silicon Valley et qui a, comment on va dire, qui a influencé toute une utopie cybernétique dans les années 80-90. C'est-à-dire qu'en gros, à l'époque, il est convaincu que l'informatique va nous libérer dans un sens révolutionnaire, que l'informatique va permettre de libérer l'humanité. Et donc, il incarne bien tous ces hippies techno qui se sont embarqués à défendre, à créer, à œuvrer pour la popularisation de l'informatique et de l'Internet. Et ensuite, le point fait le geste de fuck, qu'on connaît bien, j'ai pas besoin de l'illustrer, d'expliquer. Et puis, le troisième geste, hein, c'est le geste de Spock dans Star Trek, hein, qui est le salut vulcain. Or, très peu de gens savent d'où vient le salut vulcain, et en fait, il est la symétrie du fuck. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Leonard Nimoy qui, vers la fin de sa vie, parce je pense qu'il peut se permettre un peu tout ce qu'il veut, qui balance l'histoire, c'est que lorsque l'équipe de Star Trek lui demande de trouver un geste, il se rappelle d'une scène qu'il a vue dans son enfance dans une synagogue où sa mère l'amène, et ça l'avait beaucoup impressionné. Il y avait le rabbin qui faisait avec les 2 mains, qui faisait en fait un geste très particulier en s'adressant à la foule. Et en fait, ce geste, c'est une métaphore vulvaire, c'est-à-dire c'est le geste de Spock, le salut vulcain, mais avec les 2 mains jointes à peu près. Et en fait, c'est le vagin, la vulve de Dieu. C'est ce qu'explique Spock, c'est-à-dire que on va dire les religieux, les hiérarchies religieuses juives a petit à petit occulté, hein, la hiérarchie patriarcale juive a petit à petit avec l'histoire occulté le fait que dans la tradition juive, Dieu a une face, a une partie féminine, c'est logique, c'est même une évidence, mais elle a été occultée. Et donc ce geste-là est une métaphore vulvaire qui symbolise la vulve divine. Et je suis mort de rire parce qu'à chaque fois quand j'ai découvert ça, je suis mort de rire parce que les Trekkies n'ont absolument pas conscience qu'ils sont en train de faire une demi-métaphore vulvaire lorsqu'ils font le geste du salut vulcain. Et ça se termine par un dernier geste, qui est le geste qu'on fait quand on fait un copier-coller sur le clavier. Et en fait, c'est le geste d'une nouvelle religion qui a été officialisée en Suède, qui s'appelle le copimisme, qui en fait, en gros, on peut dire la religion des hackers. Et en fait, ils vénèrent le copier-coller, mais c'est assez bien pensé, assez pertinent, leur démarche, puisque la vie, en fait, c'est la vie. La vie est basée sur le copier-coller, hein. C'est-à-dire la structure même de duplication et de situation du vivant est basée sur la duplication. Et donc, le dernier geste, c'est le signe des hackers.
C'est très conceptuel du coup, c'est très intéressant. Alors Patrick, j'ai vu que tu as été invité au festival Recto Verso pour le Laval Virtual World. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience? Est-ce que tu peux nous en parler? En même temps que Yamin d'ailleurs. Eh ben, comme il y avait Yann Min aussi qui était là, j'ai assisté à sa conférence aussi. Eh ben, on a au Recto Verso, j'avais donc un écran et du coup, je me suis mis en direct. J'étais comme Yann Min, on était avec les universitaires. En fait, on était dans les tâches de la recherche et des universitaires, ce qui était finalement presque aussi bien que d'être dans les tâches des artistes. On était avec les chercheurs. Et j'avais un écran sur lequel j'étais toute la journée en direct sur Second Life. Donc les gens qui venaient, il y avait des canapés, etc. Et quand les gens s'asseyaient, je leur proposais de s'asseoir et je leur faisais une visite guidée de mon île en direct. Et on a même fait rencontrer aux visiteurs Eric Léon qui est là, qui était en direct aussi avec moi dans Second Life. Et en même temps, il est venu aussi au Laval virtuel avec un avatar. Donc, il y avait une espèce de mise en abîme. On était à Laval virtuel, on était en même temps dans Second Life. Et c'était une expérience assez intéressante parce que j'ai rencontré pas mal d'universitaires. J'ai même donc un stagiaire du coup qui va venir sur mon île travailler pendant 2 mois et qui est un stagiaire qui a été envoyé par une université et qui va donc faire un stage totalement virtuel. Et je viens de signer la convention de stage cet après-midi d'ailleurs. Et ça c'est assez amusant parce que j'ai rencontré pas mal d'étudiants, pas mal de gens à qui j'ai fait visiter mon île et bon, mais l'année dernière, j'avais participé, mais en tant que visiteur à Laval virtuel, j'avais été très impressionné par le système donc, qui est fait par Virbella, avec des avatars très simples, ça n'a rien à voir avec Second Life, mais il y avait une vraie interaction comme dans un vrai congrès. J'avais vraiment l'impression d'être dans un congrès, et je rencontrais plein de gens que je connaissais, je rencontrais des journalistes, on pouvait parler avec des gens, c'est assez bien fait. On peut s'asseoir autour d'une table pour parler en privé. On a fait aussi un think tank avec... je ne savais pas ce que c'était qu'un think tank, mais j'ai découvert... Eric était invité aussi sur l'avenir des musées qualité. Donc il y avait tout un tas d'événements qui étaient très... Je trouve ça délicieux parce que tu es donc sur ton avatar 3D dans Recto Verso et à partir de là, tu leur fais visiter Second Life, donc la Moyeland, sur ton autre avatar. C'est-à-dire qu'on est dans une double virtualité. Oui, mais alors il y a une anecdote assez amusante d'ailleurs qu'on a vécu avec Eric Léon, c'est que moi j'ai fait grâce à un des logiciels en bêta de Second Life, j'ai fait des vues en 360 degrés de mon île qu'on peut pas faire avec le viewer officiel, mais on peut le faire avec un autre viewer. Et donc j'ai fait par exemple l'artistique où j'expose en 360 degrés. Et du coup on a mis, mais alors c'est là où c'est intéressant parce que d'habitude les musées essayent de faire du virtuel en faisant du 360 degrés. C'est la seule chose qu'ils font généralement les musées. Ils appellent ça visite virtuelle, mais en réalité c'est des visites en 360 avec des photos 360. Mais nous, alors qu'on a un musée réellement virtuel finalement, on a quand même mis sur Claptic, qui est un site où on peut mettre gratuitement des visites virtuelles, on a mis une visite virtuelle de l'artistique en 3D pour les gens qui veulent pas rentrer dans Second Life. Et ça, c'est très drôle parce que finalement, on est revenu à une visite virtuelle classique alors qu'on a la vraie visite virtuelle dans Second Life. Alors, je sais pas si Eric veut en parler, mais on a quand même le conservateur du lieu qui est là, s'il est encore là d'ailleurs, s'il est resté avec nous. Ah, non. Je suis toujours là. Oui, c'est. Ah oui. Il y en a qui se rendent pas compte de cette mise en abîme qu'on s'est amusé, enfin, que Patrick s'est amusé à faire et il n'avait pas compris aussi, je pense, au moment où il l'a mis en place. Donc, on propose une visite virtuelle d'un lieu virtuel. Donc, il y a une double image et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas tellement ils sont habitués. Donc, maintenant, à des visites donc en 360 qui sont filmées directement dans les vrais lieux. Bon, il y a Beaubourg qui vient de faire ça avec l'exposition Miro ou autre. Mais nous, on a cette mise en abîme de la virtualité dans la virtualité. Donc et là, le moins par moins, ça fait vraiment plus. Mais on attend l'ouverture, par contre. On attend l'ouverture de mon expo, parce que mon expo, en fait, est installée depuis le mois de novembre, et toujours pas ouverte, et donc on ne peut la voir qu'ici, dans Second Life. Ça nous a laissé le temps d'ajouter des choses. Ouais. Eh oui, Covid oblige. Hein.
Bon, Anneli, on revient à Anneli. J'ai une autre question pour toi. Quels sont tes artistes préférés, Anneli? Bon, c'est une question un peu dure, là. Aïe. Ça c'est dur. Non, ça c'est très difficile. Non, je ne veux pas dire que j'ai des artistes préférés. Bon, j'écoute pas. Hein. Alors, ça dépend. Si c'était au point de vue construction, genre avec les outils que nous avons, avec des primes, parce que bon, quand tu fais un tableau, que tu importes ta texture, c'est pas la même chose. Mais quand tu construis, mettons, avec des primes, par exemple, au départ, c'était des primes, il n'y avait pas les mèches. Donc moi, par contre, au départ, il y en a un que j'ai appelé, toute seule, hein, je l'ai appelé moi-même, j'ai dit, tu es le poète des primes. Ça, c'est Nessun no Mio. Patrick, il connaît. C'était magnifique ce qu'il faisait, les textures et tout, avec ses petits primes et tout. Bon, évidemment, pour faire une construction, il faisait 2000, 3000 primes, mais il a fait des choses magnifiques. Vraiment, voilà. Et puis, voilà, un garçon vraiment très gentil en plus, vraiment adorable. Et après, ce qui est quand on fait, mettons, Patrick lui construit aussi, il fait plein de choses, mais surtout, c'est ses tableaux et tout. Après, les tableaux, là, je peux pas dire que je puisse avoir une préférence, parce qu'il y a plein de styles différents. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins bien, mais je peux pas dire, c'est Patrick Moya, mon préféré, non. Mince. Oh. Oh mince. Non, mais je veux dire, là, il y a Tutsi qui est en train d'exposer à la maison aussi. Donc après non, mais il y en a plein, il y a plein de monde. Mais après il y a des gens qui mélangent les deux. Il y a Chéri Manga aussi, alors maintenant qui fait les mèches, qui fait des tas de choses avec les primes, avec les mèches, qui fait des univers fantastiques aussi. Il y a Jade Yufang aussi qui fait des belles choses, mais sur les Italiens il y en a plein aussi. Il y avait Kika Igali, il y avait Solki Dower, voilà. Et puis bon. Et tu avais une artiste japonaise aussi que j'ai vue dernièrement. Oui, Fiona Fei. Ah voilà, oui. C'est très chouette. Oui, très poétique, très joli. Fiona Fei. C'est magnifique ce qu'elle fait. Enfin, moi, je ne veux pas tous les citer parce qu'après, je vais en oublier certainement. Je sais pas, moi, il y avait Vroom Short avec son univers de fleurs. Voilà, après, il y a plein de nouveaux qui émergent aussi, hein. Voilà, et qui recherchent, les gens, moi je tombe sur les artistes, ils cherchent, ils font pas ça comme ça, je veux dire, ils recherchent les lumières, enfin un tas de choses, quoi. Donc je trouve que c'est enrichissant, même si ça reste sur le plan Second Life, je veux dire de toute façon c'est très enrichissant et c'est très la démarche est toujours intéressante et le résultat est souvent spectaculaire, hein. Donc oui, il y a des choses que j'ai jamais vues évidemment en réalité, mais des choses très magnifiques, quoi. Super cool. Il faut dire aussi qu'Anneli offre des surfaces très très grandes pour les artistes. C'est des cubes gigantesques qui sont à disposition. Donc la surface pour pouvoir créer une œuvre est vraiment très grande. Exactement, et avec beaucoup de primes. Et la même question pour toi, Yann-Min. Quels seraient tes artistes préférés? Tous ceux qui ont été cités, hein, là, et avec évidemment une préférence pour ceux que je côtoie régulièrement, comme Patrick ou Chéri Manga. Et puis, il y a effectivement toute une myriade d'auteurs, d'artistes, et beaucoup aussi qui ont disparu, qui faisaient des choses étonnantes dans les années 2007-2008, mais dont on n'entend plus beaucoup parler. Je me rappelle d'un artiste qui m'avait frappé dans ses installations musicales, c'est-à-dire tu te déplaçais, tu percutais des dispositifs et ça générait de la musique. J'avais été fasciné quand j'avais débarqué dans Second Life en 2007. J'avais été fasciné par ces œuvres musicales. Voilà. Mais en gros, il y a vraiment une myriade d'artistes et je vais essayer de les citer, je vais me perdre. Il y a eu aussi un moment assez grand, là, le réalisateur de La Jetée, là, Chris Marker, a fait une très très belle installation dans ce comté, un moment exceptionnel, quoi, une cimentière qui était une œuvre de cours de Chris Marker et à laquelle il avait participé. Donc c'était bien ça. Second Life, c'est vraiment un outil de création. C'est vraiment un outil où en fait, c'est comme tous les réseaux sociaux. Ce sont des amplificateurs existentiels. Un réseau social, c'est quelque chose qui sert à nous amplifier. Et ça, tous les outils, d'ailleurs, tous nos outils sont des amplificateurs. Ça, c'est une vision très de marketing.
Et puis, alors bien évidemment, j'ai oublié de citer Tootsie, j'ai Lionel aussi. Mais donc je disais, c'est les amplificateurs et parmi les choses que j'ai trouvées assez passionnantes, assez fascinantes d'ailleurs, c'est de regarder ce que font les gens dans Second Life. Et surtout, ce qui se pérennise, c'est-à-dire qu'au bout de plusieurs années, la plupart des utilisateurs de Second Life finissent par arriver un peu au bout du bout de cet outil-là, c'est-à-dire sortir d'un état que Marshall McLuhan appelle la narcose narcissique, qui est l'état où tu cherches tes limites avec l'outil. Et donc, Second Life étant un outil extrêmement puissant, nos limites avec cet outil-là il faut bien 2 ans, 3 ans pour commencer à les toucher de pratiques intensives. Et souvent, les gens vont décrocher, s'éloigner de Second Life une fois qu'ils ont atteint ces limites. Et qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire qu'est-ce que les gens continuent de faire, ceux qui restent de façon pérenne dans Second Life, à part bien évidemment le cybersex, c'est le build, c'est le fait de builder, de construire, et c'est le fait de monter des galeries. Ce qui est pérenne dans Second Life, cette activité de création, où les artistes déjà d'il y a 10-15 ans sont toujours présents, pour beaucoup, continuent de faire des choses, et il continue à y avoir des galeries, des expositions et de ce type-là. Et ça, c'est, je pense, une des grandes forces de Second Life, et qui d'ailleurs sera emblématique pour le futur. Il y a un conservatoire des œuvres et des artistes de Second Life, parce que le métaverse est en train de commencer à exister, et les précurseurs, on va chercher les premiers ont commencé à faire des œuvres en métaverse persistant. Ouais, je mettrai un petit truc, parce que depuis qu'il y a eu le confinement, parce qu'à un moment donné, Second Life avait dans les 32-34 000 utilisateurs, et depuis qu'il y a eu le confinement, on est monté en 54 000, quelque chose comme ça, d'utilisateurs, en même temps le soir. Et donc là, il y a eu à nouveau une explosion de création. C'est-à-dire, il restait juste de vieilles petites galeries comme moi, des trucs comme ça, mais on était 3-4. Maintenant, c'est une explosion. Mais c'est génial, moi je trouve, plus il y en a, mieux c'est. Et donc là, il y a on a plein de choses à faire. Je veux dire, les gens peuvent aller visiter plein de choses. Il y a un univers qui est, mon Dieu, gigantesque. Et donc, le fait aussi qu'il y ait le confinement, moi, les gens viennent beaucoup. Ici, on est dans une période comme celle-ci. Tout à fait. Attends, je rebondirais bien sur le fait que justement, c'est ce qui est en train de une des choses qui marque ce 3e millénaire, c'est un changement de paradigme dans la définition de l'art. Et nous sommes en train d'entrer dans une époque, Nils Asiosmanov, le président du Cube, a appelé d'une très jolie expression qu'il appelle l'empowerment créatif. En fait, ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est que les gens s'emparent des outils, mais massivement, les jeunes générations s'emparent des outils mis à disposition par les réseaux numériques, non pas pour consommer de l'art, continue, consommateur d'art, d'ailleurs Patrick connaît bien le fan, mais on a aussi énormément de gens qui font de l'art, c'est-à-dire qui se mettent à faire de l'art, ce qui me paraît d'ailleurs être l'activité la meilleure, c'est-à-dire c'est en faisant de l'art, en faisant de la création, qu'on atteint des états de conscience modifiés très particuliers que tous les artistes connaissent, et cette pratique de l'art fait plus que se démocratiser, c'est un phénomène massif. Et justement, quand tu mettais en exergue le fait qu'avec le confinement, de plus en plus de gens viennent dans Second Life, ils viennent aussi beaucoup parce que c'est un outil de création, un outil qui permet justement de faire des œuvres exceptionnelles qui ne peuvent pas être réalisées dans le monde réel, et ça permet actuellement de pouvoir atteindre des états de conscience modifiés, très particuliers, qui ne sont possibles que dans le cyberespace. Alors Patrick, je vais me tourner vers toi. Du coup, alors je te demanderais bien qui sont tes artistes préférés ou qui ont été tes artistes marquants. Je vais me fâcher avec personne.
Non, mais C'est au-delà vraiment de un oubli ça, à j'ai chaque une autre fois. question. Bah écoute, je vais te donner l'occasion de rebondir, de te fâcher avec personne. J'ai une autre question. Est-ce que tu penses qu'actuellement, pour rebondir par rapport à tout ce qu'on a dit, Second Life est une étape de libéralisation de l'art ou d'appropriation de l'art par ceux qui y viennent? Enfin, qu'est-ce que tu penses de tout ça? De toute façon, je suis souvent d'accord avec ce que dit Yann Min. Je me retrouve souvent dans ce que dit Yann Min dans les propos de Yann Min, même si je fais un travail très différent. C'est-à-dire que Second Life, il y a un intérêt dans Second Life par rapport à d'autres mondes virtuels, parce que moi, j'ai par exemple créé un musée dans VRChat, j'ai un musée dans Roblox, j'avais créé d'autres musées dans différents endroits, dans Sansar, par exemple, qui dépend de Second Life. Mais je reviens toujours vers Second Life pour une raison précise, c'est que dans Second Life, je peux à la fois vivre comme un personnage à l'intérieur de l'œuvre, et en même temps créer, en même temps changer d'un seul coup. Je fais une visite guidée, je vois qu'il y a un tableau qui me plaît pas, je le change en direct. Je n'ai pas à tout reconstruire pour tout remettre en ligne, comme c'est le cas dans VRChat par exemple, où une fois qu'on a construit, on doit tout remettre si on veut changer le moindre cube ou le moindre chose que ne plaît pas. Et donc, c'est une sorte de lieu où on a l'impression d'être vraiment dans un atelier. Moi, j'ai l'impression, je suis dans mon atelier dans Second Life. D'ailleurs, maintenant, quand je fais venir des gens chez moi, à mon atelier, je leur montre quasiment les 3/4 de la visite, c'est Second Life. Je leur montre très rapidement mon atelier réel et je leur dis finalement, mon vrai atelier, il est là, il est dans Second Life. Et j'ai l'impression que tout ce que je fais dans Second Life, c'est mon atelier. Et en même temps, c'est une vie dont j'avais rêvé. Eric le sait c'est lui qui a préparé l'exposition, qui a choisi tous les textes, tous les documents. L'exposition qui est en ce moment, c'est une exposition sur mon travail des années 75 autour de l'idée que je voulais devenir la créature plutôt que le créateur, que la télévision allait faire que l'instantanéité allait faire que l'artiste allait devenir une créature et plus un créateur, qu'il allait être dans l'image, que sa créature cacherait le créateur. Et donc, je pensais d'ailleurs, pour rebondir à ce qu'on a dit tout à l'heure sur ce qu'a dit Yann Min sur le nombre d'artistes, sur le fait que tout le monde aujourd'hui crée, c'est que je me disais effectivement que dans le futur, avec les ordinateurs qu'on prévoyait déjà, les gros ordinateurs, je lisais Sciences-Civiques, donc on prévoyait ça, qu'il allait avoir de plus en plus d'artistes et de plus en plus de créations, et que tout le monde pourrait créer, y compris les ordinateurs pourraient créer. C'est-à-dire que toutes les idées, au fond, les ordinateurs pourraient les avoir beaucoup plus rapidement que les artistes. Et que donc l'artiste devait trouver une solution pour quand même émerger au-dessus du lot. Donc l'idée pour moi, c'était de peut-être être capable de tout faire, d'être un artiste complètement presque universel, c'est-à-dire qui est capable de faire tout, de toucher toutes les techniques, tous les médiums, d'être partout. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de créer des musées partout. Donc j'ai toujours voulu être partout, mais bon, c'est pas facile après, c'est fatigant. Mais bon. Mais dans Second Life, je suis bien. Donc, pour l'instant, je reste maintenant dans Second Life. Je suis pas vraiment partout, mais j'essaye. J'essaye de toucher à tout, jusqu'à peindre des chapelles, exposer dans des musées, exposer dans des lieux complètement qui sont pas du tout des musées, mais je peux même exposer dans un restaurant, alors que ça devrait pas se faire normalement. Je peux aller. J'ai essayé de créer un art qui ne soit pas dépendant du lieu où il expose, en fin de compte. Qu'il ne soit pas lié à un lieu, lié à un style, lié à une technique. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'échapper, disons, à ce piège qui me semblait être le style, qui me semblait être la technique. Voilà. C'est un peu compliqué à expliquer, même moi, je ne me comprends pas toujours. L'artiste universel, du coup, c'est un super concept, j'adore. Oui, c'est même pas l'artiste, je suis le personnage de... Là, je suis le personnage, je ne suis pas vraiment l'artiste, je suis le personnage, disons. Je suis mon personnage. Mais c'est ce dont j'ai toujours rêvé, en fait, c'est vraiment d'être la créature plutôt que le créateur. C'est pour ça que j'ai posé comme modèle nu aussi. C'était l'idée d'être... Et quand je faisais ce travail qu'expose Éric Léon à l'artistique, c'était... je présentais une émission de télévision en direct à la Villa Arson, en essayant d'être plutôt Guy Lux ou Claude François que Patrick Moya, disons que le créateur, disons que l'artiste créateur. Je voulais pas être l'artiste qui travaille dans son atelier, et pourtant maintenant je n'arrête pas de travailler, je fais des tableaux, donc je suis un peu en contradiction avec moi-même, avec mon rêve, mais c'est grâce à Second Life que je retrouve ce rêve en fin de compte. Mon art réel finance la vie rêvée
que j'avais quand j'étais jeune, en fait, d'être une créature. Bon, bah, c'est vraiment passionnant tout ça. Maintenant, je regarde la montre, je constate qu'il commence à être l'heure, donc je vais poser une dernière question, et celle-là, c'est une question ouverte pour celle ou celui qui voudra la prendre. Une question à propos de l'Omniverse. L'Omniverse, qui est un outil présenté par NVIDIA, qui permet de répliquer virtuellement avec une grande fidélité l'IRL, notre monde matériel. L'un des aspects les plus importants de l'Omniverse, c'est qu'il obéit aux lois de la physique. Et maintenant, voilà, la question c'est est-ce que les artistes vont s'en emparer ou bien c'est quelque chose qui restera comme ça dans les méandres du web. Bah, c'est un peu, Voilà. pour moi, c'est un peu une évidence. Hein, mais ça n'est pas. Moi, quand j'ai vu l'article sur Omniverse, j'ai repensé quand j'avais travaillé pour l'ONERA il y a pas mal d'années pour la Cité des où effectivement ils investissaient énormément d'énergie pour faire des simulateurs de comportement du vent. Hein, c'était pour l'aviation. Hein. Le truc, le problème, c'est d'éviter le coût des souffleries. Donc, il y a énormément d'énergie, de développement, de recherche, des modèles qui simulaient le comportement, permettaient justement de simuler de façon scientifique le comportement de l'air par rapport aux avions. Donc, ce sujet-là, qui est de fabriquer des processeurs, de fabriquer des algorithmes qui permettent de simuler le réel, est une des questions, je dirais, essentielles de la recherche. Et je suis très sceptique sur. J'ai un peu l'impression que c'est part de NVIDIA, que c'est une espèce de buzz. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'exploiter le mythe de la réalité qui serait plus réaliste. La fiction, l'univers virtuel serait aussi réaliste que la réalité, toujours le vieux mythe, mais ils sont à 10 années-lumière de réellement simuler la complexité du réel. Là, c'est juste, à mon avis, un buzz, et ça va être effectivement un excellent outil, exactement comme Avoc, etc., qui simule des solides. C'est intéressant pour les scientifiques, mais je suis pas certain que des gens qui créent des univers virtuels comme Life, etc., en aient vraiment tant que ça besoin. C'est vraiment un outil de scientifique. Moi, je suis pas un peu distancié par rapport à ce buzz qui sera certainement très utile. Bon. Et ben, si personne n'a rien à rajouter, Moi, je c'était dirais que oui, tant que c'est nécessaire, tant qu'il y a la nécessité de ce genre de choses, et qu'il y a toujours du hasard, c'est formidable. Voilà, c'est formidable. On découvre tout le temps on découvre. Et on ne sait pas ce qu'on va découvrir, c'est formidable. oui, c'est formidable. Et c'était vraiment un réel plaisir de partager cette heure avec vous. C'était vraiment formidable, c'est le cas de le dire. Et si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager. Voilà. Ah oui. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. En avant. Voilà.